Bonjour à toutes et tous, je suis Vincent Garneau, je suis le responsable régional pour la CC Occitanie des thématiques développement durable et RSE. On est ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire santé, sécurité au travail. Voilà, il fait partie d'une trilogie qui s'inscrit dans le partenariat qu'ont les CCI d'Occitanie avec les CARSAT Languedoc-Roussillon et les CARSAT Midi-Pyrénées, qui s'inscrit dans un programme global d'ateliers, de webinaires pour la prévention des risques professionnels. Donc, ce webinaire, c'est le troisième d'un volet qu'on a démarré donc courant mai. Et aujourd'hui, donc, on va traiter en fait du risque chimique et plus spécifiquement des aides financières spécifiques pour limiter ce risque en entreprise. Donc, sur l'heure que nous avons prévue ensemble, on va faire un petit rappel sur le risque chimique, qu'est-ce que c'est, le, la présentation pardon, des aides financières pour le volet assurance maladie. Et le site Amélie, puisque c'est celui-ci qui permet voilà, d'aller voir les aides financières disponibles et de comprendre l'éligibilité, les différents types de subventions et spécifiques, celles qui sont spécifiques sur le risque chimique, voilà, les cahiers des charges et les protocoles de réception, le process du traitement, comment, lorsque vous déposez votre dossier, il est pris en charge. Et puis, pour finir, il y aura un temps d'échange. Donc là, on répondra à vos questions. Pour cela, on vous incite donc à inscrire au fil de l'eau vos questions dans l'espace conversation. Voilà, je mettrai un petit peu un rappel pour vous inciter à les déposer. Ce webinaire, du coup, comme je l'ai dit, il est co-organisé donc avec les CARSAT, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et aujourd'hui, donc, on a Thomas Bonson, que je remercie, qui est en charge d'animer ce webinaire sur voilà, le risque chimique et les subventions qui sont associées. Voilà, Thomas, je te passe la Me- main. Merci Vincent. Alors bonjour à tous. Donc je suis Thomas Bonzon, ingénieur conseil, responsable du centre de mesures physiques à la CARSAT Languedoc-Roussillon et pilote régional pour le risque chimique. Voilà, l'articulation de la présentation, Vincent vient de vous la donner. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet en évoquant en fait les risques chimiques et l'exposition aux produits chimiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les produits chimiques, aujourd'hui, on en retrouve partout. L'enquête Summer de 2017 nous renseigne là-dessus et en gros, un salarié sur trois se déclare exposé au moins à un produit chimique. On a certainement une exposition qui est peut-être plus importante que ça. On a une exposition aux produits chimiques qui se retrouve dans tous les secteurs d'activité. Les salariés peuvent être exposés à ces produits-là qui sont dangereux pour la santé. C'est une exposition aux produits, le risque chimique, mais ça peut être aussi une exposition à des émissions de poussière, de gaz, de vapeur qui sont, elles, émises par les procédés de travail, comme par exemple, vous avez là des illustrations, hein, le soudage, la fabrication de pain, l'usinage de bois, par exemple, tout ça, euh, va exposer finalement les salariés, non pas à des produits, mais à des substances chimiques euh, ou à des émissions de poussière, de gaz, de vapeur, etc., qui seront potentiellement nocives pour leur santé. Donc, l'exposition, ben, elle peut se produire par trois modes de diffusion principaux, qui sont les voies respiratoires, lorsqu'on vient à inhaler des produits, des poussières ou autres, des vapeurs. Euh, Vous avez également par la voie cutanée ou oculaire, c'est-à-dire que les produits vont traverser la barrière de la peau ou des muqueuses. Et puis enfin la voie digestive, parce que lorsque on a les mains contaminées par des produits chimiques, on arrive à ingérer en fait finalement ces produits chimiques de manière indirecte. C'est souvent le cas, par exemple, lorsque on travaille avec du plomb en fait que les mains sont souillées par le plomb. C'est quelque chose qui reste
enfin, qui reste fortement accroché sur la peau, sur les mains. Et donc après, ben, lorsqu'on vient boire, manger ou autre, et qu'on n'a pas suffisamment, on ne s'est pas suffisamment bien lavé les mains, eh bien, on va en ingérer. Donc les conséquences de l'exposition, elles peuvent être immédiates, donc avec une intoxication, des brûlures, une asphyxie. Là, on parle à ce moment-là d'accident du travail. Ou alors elles peuvent être différées au long terme. Et donc là, ça peut causer par exemple des allergies, de l'asthme et plus grave des cancers. Et à ce moment-là, on parlera d'une maladie professionnelle quand cette exposition est liée au travail. Euh, Par ailleurs, le risque chimique il peut aussi conduire à des accidents industriels, comme par exemple des incendies, des explosions ou de la pollution environnementale. Il faut savoir qu'en France, chaque année, c'est environ 4000 maladies professionnelles qui sont reconnues par l'assurance maladie risque professionnel. Et sur ces 4000 maladies professionnelles, il y a environ 1700 cancers d'origine professionnelle. Les autres maladies, ben, ça va être de l'asthme, ça va être voilà, tout ce qu'on a évoqué, les cas d'allergie, etc. Donc, un focus sur les cancers d'origine professionnelle, effectivement, c'est quelque chose sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Les agents chimiques CMR, ben, il en existe un grand nombre et c'est pas uniquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des produits, mais ça peut être des agents liés à des émissions liées au procédé de travail, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc l'enquête Summer, la même enquête de 2017, nous dit qu'environ 2 millions de salariés sont exposés à au moins un agent CMR, cancérigène, mutagène ou reprotoxique. Et que on sait, enfin, les médecins nous enseignent qu'en fait, il n'y a pas d'effet de seuil sur ces agents CMR, donc une exposition limitée peut elle-même avoir des conséquences graves, même si effectivement il y a une question, enfin, la dose est importante, joue un rôle, mais il n'y a pas d'effet de seuil, c'est-à-dire que pour certaines personnes, une exposition même minime pourra conduire à un cancer. Donc, l'assurance maladie risque professionnel pour accompagner les entreprises propose des aides financières pour les entreprises qui veulent mettre en place des solutions de prévention. Ces aides financières, elles permettent de financer trois types de dispositifs, soit de la formation, donc pour former une personne ressource à l'évaluation, par exemple, des risques chimiques, soit pour un accompagnement au diagnostic, à l'évaluation des risques, en s'appuyant sur quelqu'un de compétent, soit pour du matériel qui permette, par exemple, de soustraire les salariés à l'exposition ou de la réduire, notamment par exemple par la mise en place de dispositifs de ventilation qui permettent d'aspirer les polluants au fur et à mesure qu'ils sont émis. Donc, ces subventions, enfin ces aides financières, elles sont de deux ordres. Il y a les subventions prévention qui sont destinées aux entreprises de moins de 50 salariés. Ces subventions prévention, elles permettent de financer 70% du coût des investissements hors taxes, avec un montant de subvention maximum de 25 000 euros et un montant minimum de 500 euros, qui veut dire que pour 715 euros investis, à minima, c'est le montant minimum, la subvention sera de 500 euros. Donc, il y a des subventions pour plusieurs programmes différents et les conditions sont reprises dans les conditions d'attribution de ces subventions qui sont disponibles sur le site Amélie, je vous en parlerai tout à l'heure. Le deuxième dispositif, j'en parlerai pas trop aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est un peu sur mesure et qui se construit entre l'entreprise et la caisse régionale. C'est les contrats de prévention. Le contrat de prévention,
permet de financer des mesures de prévention et il fait l'objet d'une négociation entre la caisse et l'entreprise. Et il faut qu'il représente un projet global de prévention. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus global, d'un peu plus construit qui doit prendre en compte en général plusieurs risques et plusieurs types de mesures de prévention. Et cela, les contrats de prévention sont destinés aux moins de 200 salariés. Donc, dans ce cas-là, si vous souhaitez bénéficier d'un contrat de prévention, eh bien, à ce moment-là, il faut faire une demande à la caisse. Et un contrôleur de sécurité ou un ingénieur conseil viendront dans votre entreprise et discuteront avec vous, négocieront en fait pour construire un contrat de prévention s'ils estiment que c'est justifié. Voilà, donc là, vous avez la liste des subventions telles que vous la trouvez sur le site Amélie. Lorsque vous tapez sur une recherche Internet Amélie subvention risque chimique, vous allez tomber sur cette liste qui vous renvoie en fait vers les différentes subventions. Et donc, quand vous allez cliquer sur une des subventions, vous allez voir que certaines subventions sont scindées en plusieurs subventions en fait. Enfin, typiquement, là, le titre générique s'appelle captage cabine de peinture et dedans vous retrouvez une subvention captage cabine de peinture et une subvention captage préparation nettoyage peinture. Donc là, vous pouvez bénéficier typiquement, si vous voulez travailler sur ces deux volets-là, vous pouvez bénéficier de deux subventions qui sont bien séparées. Puisque le montant de 25 000 €, il est limité pour une subvention, vous pouvez cumuler plusieurs subventions. Là, typiquement, sur ces deux sujets-là, vous pourrez cumuler les deux subventions et donc prétendre jusqu'à 50 000 €, bien sûr, si ça représente 70% des investissements hors taxes. Et donc, ensuite, quand vous allez cliquer sur une de ces subventions, eh bien, vous allez retrouver un menu comme cela qui va vous indiquer les différents documents, le cadre un petit peu de la subvention. Et quand vous cliquez ici sur documents utiles, vous allez avoir la liste des documents qui va apparaître et notamment un document qui est très important qui est les conditions d'attribution de la subvention. Donc là, on est sur la subvention captage réseau haute dépression. Et donc, vous allez avoir toutes les conditions d'attribution qui vous disent exactement si vous pouvez, comment vous pouvez prétendre à cette subvention, quel est le cadre de cette subvention, comment, voilà, etc. Et puis derrière, après, vous avez tout un tas de documents qui sont importants, notamment pour les échanges, par exemple, avec les fournisseurs, le cahier des charges. En annexe 4, vous allez avoir des documents que vous allez devoir transmettre, vous, ensuite, au moment du déblocage de la subvention, déclaration sur l'honneur, attestation sur l'honneur, voilà, etc. Vous avez également le protocole de réception quand il en a un, quand c'est nécessaire. Par exemple, sur une installation de ventilation, ce protocole, il décrit comment l'installation va être réceptionnée, c'est-à-dire comment un bureau de contrôle ou un organisme compétent doit venir vérifier que les objectifs de la subvention ont bien été atteints. Et donc, voilà, tous ces éléments, ils décrivent tout ça et c'est des éléments qu'il faut bien lire dans le détail. Et je dirais l'élément le plus important pour les entreprises, c'est l'annexe numéro 1, les conditions d'attribution. Voilà. Voilà, donc ce que je vous disais, les conditions d'attribution, c'est la pierre angulaire, c'est à lire attentivement par l'entreprise. On vous précise ce que la subvention permet de financer. Donc voilà, des investissements de l'année en cours, des équipements neufs, les équipements d'occasion ne sont pas pris en charge. Voilà. Donc, et puis après, on vous dit, ça vous permet, par exemple, dans le cas là, de l'acquisition et ou de la rénovation
d'un réseau collecteur de conduits, d'une centrale d'aspiration, etc. Donc, on vous dit précisément qu'est-ce qui est pris en charge. Donc, maintenant, je vais vous lister un petit peu les subventions, les différentes subventions qui sont disponibles pour le risque chimique. Certaines subventions, en fait, existent depuis déjà de nombreuses années, et il y en a qui sont arrivées l'an dernier, et puis les toutes dernières sont arrivées cette année. Donc, en fait, vous avez les subventions les plus anciennes, en fait, vous n'avez pas d'obligation de faire de réservation ou d'envoyer un devis en amont. Cependant, moi, je vous conseille toujours de le faire pour vous assurer que, que le devis et que donc la facture derrière sera conforme aux exigences des conditions d'attribution et des cahiers des charges. Parce que si ce n'est pas le cas et que vous faites juste une demande au moment finalement où les installations ont été mises en place et que vous fournissez la facture, mais que celle-ci ne correspond pas aux exigences, ben en fait, votre subvention elle sera rejetée et vous n'aurez plus de recours. Si vous faites ce travail-là en amont sur devis, finalement, nous, on va pouvoir vous dire, ben, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le corriger avant de lancer les investissements, ce qui vous permet à vous de vous rassurer et d'avoir une forme de garantie sur le fait que votre subvention elle va être prise en charge. Par ailleurs, les subventions, on a des budgets qui sont conséquents, mais qui sont malgré tout limités. Donc, il est possible qu'à un moment, jusqu'à présent, ce n'était pas le cas dans les derniers mois, les dernières années, mais il est possible qu'à un moment, s'il y a beaucoup de demandes de subventions, en cours d'année, on n'ait plus de budget, auquel cas, on ne pourra plus vous le financer. Si c'est le cas, ben, vous pouvez peut-être reporter d'un ou deux mois votre investissement et attendre voilà, pour investir et pouvoir bénéficier de la subvention. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, moi, de systématiquement faire une demande en amont. Et puis, comme ça, on pourra vous dire, déjà, un, on va vous réserver le montant, et deux, votre devis, techniquement, il est conforme. Et donc, si l'installation et la facture correspondent en fait au devis, il n'y aura aucun souci, vous pourrez bénéficier de votre aide. Donc, les subventions, elles permettent de financer de la formation. Donc, il y a une subvention qui s'appelle la subvention prévention formation, qui vous permet, par exemple, sur le risque chimique, de former une personne ressource salariée qui va être finalement votre référent risque chimique au sein de votre entreprise. Vous pouvez également bénéficier d'une subvention risque chimique accompagnement qui permet de réaliser l'évaluation des risques chimiques par un prestataire, un IPRP par exemple spécialiste du risque chimique, ou un bureau de contrôle qui s'appuie sur un spécialiste du risque chimique, un organisme compétent, voilà, référencé. Vous pouvez le chercher vous-même, vous pouvez aussi vous rapprocher de la CARSAT pour trouver quelqu'un si vous n'avez pas de contact. Ensuite, une subvention qui existe depuis un certain moment également, c'est la subvention prévention risque chimique équipement. Alors celle-ci, elle permet de financer par exemple des sorbones de laboratoire, des armoires de sécurité ventilées, des fontaines de dégraissage biologique ou fontaines lessivielles, des bacs de rétention, des dispositifs de brumisation pour l'abattage des poussières, notamment sur les chantiers par exemple, et des aspirateurs mobiles pour certains types d'activités qui exposent par exemple à des poussières spécifiques, etc. Dans les conditions de la subvention, vous avez la liste des différentes activités qui peuvent prétendre à cette subvention. Ensuite, vous avez deux subventions qui existent depuis un bon moment aussi, et donc qui sont les subventions captage fumée diesel. Captage fumée diesel et d'ailleurs qui permettent de financer également des installations de captage de gaz d'échappement autres que les fumées de diesel. Donc là, ça s'adresse plutôt à des garages automobiles ou aux poids lourds, des centres de contrôle technique,
Voilà. Et puis, vous avez une autre subvention prévention qui est ancienne aussi, qui s'appelle captage fumée de soudage et qui permet de financer, par exemple, des torches aspirantes TIG, MIG-MAG, des dosserets aspirantes, des gabarits aspirants, des bras aspirants pour le soudage. Vous pouvez également financer des réseaux ou des groupes aspirants avec le rejet des fumées à l'extérieur pour le soudage. L'installation pour l'introduction d'air mécanique en compensation des débits d'air extraits. En fait, quand vous avez une installation de ventilation, vous allez aspirer d'un côté, ben, vous avez forcément besoin que l'air rentre dans le bâtiment. Les systèmes de compensation permettent de maîtriser en fait cet apport d'air neuf à la fois sur la diffusion et puis les températures, parce que effectivement, vous avez de l'air en hiver, vous allez introduire, si vous ne réchauffez pas l'air, vous allez introduire de l'air froid de l'extérieur, etc., qui peut générer de l'inconfort. Et la même chose en été, vous allez introduire de l'air chaud et qui rend les conditions de travail très, très compliquées. En ce moment, je pense que tout le monde y est fort sensible. En complément, il est possible de financer des systèmes de ventilation générale mécanisée, donc pour renouveler l'air dans les ateliers, des masques à adduction d'air et des cagoules ventilées, des dispositifs d'aide à la manipulation des équipements et de mise en position des pièces, par exemple des équilibreurs potence, support des vidoirs ou des vireurs pour le soudage des pièces. Et donc, voici tout un lot de subventions qui est apparu il y a à peu près 1 an et demi et qui permettent donc de financer différentes choses. Alors, vous avez la subvention prévention captage de zone de préparation. Il s'agit là d'aires de préparation, notamment dans les ateliers de carrosserie. Mais ça pourrait être également utilisable dans des ateliers de menuiserie, par exemple. En fait, ce sont des aires ventilées avec un plénum soufflant qui permet de souffler de l'air par le haut et d'aspirer par le bas, par un caillebotis aspirant. Vous avez les subventions prévention captage réseau haute dépression, donc qui permet de venir installer un réseau d'aspiration pour du nettoyage ou pour du captage sur de l'outillage électro-portatif, comme des ponceuses, par exemple. Donc ça peut être utilisé dans vraiment pas mal de différentes industries, de différents ateliers ou dans l'artisanat. Vous avez également la subvention prévention captage prothèses dentaires qui permet de financer des systèmes de captage sur les outils parce que dans ces métiers-là, on travaille avec des outils manuels. On fait également du sablage, etc. Donc, on a des réseaux spécifiques, haute dépression également, mais qui sont vraiment spécifiques pour ces métiers-là, qui peuvent convenir également, par exemple, dans les métiers de la bijouterie, de la joaillerie. Voilà, donc là, vous avez cette subvention. Et puis, vous avez également la subvention prévention captage cabine de peinture, donc j'en avais déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc qui permet de financer avec 2 subventions différentes et donc de bénéficier de 25 000 € pour chaque subvention. Une cabine de peinture, donc ça peut être une cabine de peinture fermée ou ouverte, à ventilation verticale ou à ventilation horizontale. Bien sûr, il faut qu'elle corresponde au cahier des charges de la subvention. Et puis, vous pouvez financer également des box ou des laboratoires de préparation et des équipements de nettoyage des pistolets, notamment au travers de la subvention captage, préparation, nettoyage, peinture. Voilà, donc ces 2 subventions sont mobilisables et là encore, elles peuvent être utilisées pour des ateliers de carrosserie, mais également dans de l'industrie, dès lors que en métallerie, métallurgie, s'il y a de la mise en peinture, voilà, donc il
il n'y a pas de problème, ou dans des ateliers de menuiserie d'ailleurs, qui font également certains de la mise en peinture ou du vernissage, il est possible de mobiliser ces subventions-là. Donc, d'autres subventions qui, elles, sont encore plus nouvelles puisqu'elles datent du début de l'année. Il y a la subvention amiante, donc pour les entreprises qui travaillent avec l'amiante, donc en sous-section 3 ou en sous-section 4, qui permet de financer des aspirateurs avec des filtres très haute efficacité, des unités mobiles de décontamination portées, tractées ou autonomes, des dispositifs de production ou de distribution d'air de qualité respirable, ou des masques complets à adduction d'air type TM3P. Et donc, pareil, là, je vous engage à aller voir les conditions d'attribution et les cahiers des charges qui sont spécifiques et qui vont vous préciser exactement qu'est-ce qui est attendu sur ce type de matériel. Et donc, pour la deuxième lot de subventions, puisqu'il y a 3 subventions qui sont mobilisables sur ce sujet-là, c'est le captage des poussières de bois. Et même, il y en a une 4e, puisqu'il y a un audit qui peut être financé par une subvention séparée. Donc, les 3 subventions qui permettent de financer les équipements, elles permettent de financer, pour la première, le captage, donc les dispositifs de captage sur les machines, qui vont devoir être rajoutés pour certains ou achetés neufs voilà, avec certaines machines. Le réseau de transport, donc ce qui va permettre de transporter en fait les poussières de bois du capteur jusqu'au dépoussiéreur. Et la 3e subvention permet de financer le dépoussiéreur. Donc ces 3 subventions sont mobilisables pour une installation neuve comment dire, en réhabilitation d'une installation de captage de poussière de bois. Pourquoi 75 000 euros? Parce qu'on est sur des subventions, enfin sur des investissements qui sont très coûteux. En général, quand on vient faire une installation de captage de poussière de bois, c'est des montants très importants. Et donc, la subvention, enfin, il y a 3 subventions qui sont mobilisables. Une pour le captage, une pour le réseau de transport, une pour le dépoussiérage. Et donc, dans le cas où vous seriez sur une installation neuve sur les 3 volets, ben, vous pouvez faire directement une demande de subvention avec 3 devis, un pour le captage, un pour le réseau de transport, un pour le dépoussiérage. Si ce n'est pas le cas et que vous voulez rénover une installation existante en conservant et en ne modifiant pas vos capteurs, en conservant, en ne modifiant pas votre réseau de transport ou en conservant et en ne modifiant pas votre dépoussiéreur, à ce moment-là, il y a un audit préalable qui est nécessaire pour qu'on puisse s'assurer qu'une fois les travaux réalisés sur la partie que vous voulez rénover, l'installation dans son ensemble corresponde à l'ensemble des exigences sur les 3 subventions. Parce que pour la prévention, on a besoin de s'assurer que l'ensemble de ces 3 volets, finalement, soient correctement conçus et installés et pour permettre de prévenir les risques associés à l'exposition aux poussières de bois, qui sont des agents CMR, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Et puis, la dernière subvention, également très récente, c'est la subvention poussière de farine, parce que les poussières de farine sont des allergisants et puis sont cause d'asthme professionnel, qui est reconnu comme maladie professionnelle. Donc, vous avez, avec cette subvention, pouvoir financer des pétrins à capot plein, des batteurs mélangeurs à capot plein, des diviseuses à faible émission, des aspirateurs de boulangerie ou pâtisserie qui soient adaptés, bien sûr, aux poussières de bois. Là aussi, il y a un cahier des charges. Et des farineurs manuels ou automatiques. Donc là, c'est pareil. Ben, il faut aller voir le cahier des charges parce que, y compris sur les pétrins, etc., il y a des exigences à respecter. Il faut que ces exigences apparaissent clairement sur les devis, comme pour toutes les autres subventions. Donc voilà, je reviens sur les conditions.
Les subventions, elles permettent de financer les équipements à hauteur de 70%. Ça, c'est nouveau puisque jusqu'au 1er janvier 2026, on était à 50%. Là, on est passé à un financement à hauteur de 70% sur les équipements. Elles permettent également le financement des vérifications des performances aéroliques, acoustiques et d'éclairage et de conformité de continuité électrique et de mise à la terre des équipements financés lorsque c'est exigé dans les cahiers des charges et dans les protocoles de vérification. Donc, si vous allez faire, vous allez devoir faire pour certaines subventions vérifier l'installation par un bureau de contrôle ou un organisme compétent. Cette vérification est également financée à 70%. Et puis, on peut également financer au travers de ces subventions la formation à l'entretien et à la maintenance des équipements financiers. Ça, c'est très important parce qu'au final, nos retours d'expérience nous montrent que les installations de captage, de ventilation, finalement, dans le temps, perdent de leur efficacité et de leur performance, en particulier quand ils sont mal entretenus ou pas vérifiés, que la maintenance n'est pas correctement effectuée et que donc dans ces conditions, les performances se dégradent fortement. Et pour maintenir en fait un bon niveau d'efficacité, finalement, cette formation à l'entretien et à la maintenance, elle est importante. Donc, pour que vous soyez éligible à ces aides financières, il faut que le dossier de demande soit complet, avec les devis qui justifient notamment de la conformité des équipements au cahier des charges. Mais il y a quelques pièces administratives que vous devez fournir avec votre dossier, notamment votre évaluation des risques professionnels, etc., un CABIS. Que les équipements soient donc conformes au cahier des charges et que les vérifications prévues, et là vous aurez aussi à fournir un devis, que les vérifications prévues soient conformes au protocole, qui sont tous annexés aux conditions d'attribution. Donc, les cahiers des charges, vous avez un cahier des charges à peu près type qui vous, en gros, qui vous définit une liste d'exigences à remplir et à faire apparaître dans les devis. Donc, vous avez des objectifs, des caractéristiques techniques, notamment au regard de la ventilation, du risque incendie-explosion quand c'est le cas et quand l'agent chimique dangereux le nécessite. Le bruit, parce que les installations de ventilation peuvent générer du bruit, surtout si elles ne sont pas forcément bien conçues. Donc, on demande aux fournisseurs de s'engager sur les niveaux sonores également. Et ce qui permet ensuite de s'assurer que le bruit est limité et que donc l'installation sera correctement utilisée, parce qu'on sait qu'une installation de ventilation bruyante n'est pas forcément bien utilisée. Et puis, on a également, sur certaines subventions, des exigences concernant l'éclairage ou la continuité électrique de mise à la terre. Donc, il y a une réception qui est prévue par l'installateur avec un contrôle des performances et un document à fournir. Un dossier d'installation de ventilation à établir par l'entreprise sur la base de cette réception et des documents transmis par l'installateur. On fait référence à des documents de référence INRS que vous pouvez aller également consulter, aux normes et aux textes réglementaires qui sont applicables. Donc, le protocole de réception, il permet de s'assurer que les personnes qui vont faire, comme je vous le disais, les vérifications, vont faire les vérifications selon le protocole exigé et donc mesurer les paramètres de performance attendus sur notamment tout ce qui est contrôle aérolique, niveau sonore, éclairage, continuité de mise à la terre. Donc, il y a un protocole et il faut que l'organisme compétent ou le bureau de contrôle garantissent dans son devis et dans son compte-rendu qui se sont conformés à ce protocole ou qui vont se conformer à ce protocole. Voilà. Donc, ce contrôle, il se fait à la réception.
vous pouvez faire appel à un bureau de contrôle accrédité CROFRAC, par exemple, ou agréé INRS, ou à toute autre structure compétente du moment qu'elle s'engage sur le fait de respecter ces protocoles. Et comme je vous le disais, donc, le coût de ces vérifications est pris en charge à 70%. Et encore une fois, la formation et l'entretien sont pris également en charge à 70%. Donc le process, vous avez le détail, je vous l'ai mis là, je vous l'ai rappelé là, mais vous le retrouverez en fait dans chaque subvention. Dans certaines subventions, il y a des étapes qui ne sont pas obligatoires, comme je vous le disais, notamment la partie demande sur devis, hein, réservation, etc. Malgré tout, comme je vous l'ai expliqué, je pense que c'est quand même pour vous une garantie que de passer par cette étape. Enfin, c'est forcément rassurant de savoir que la caisse a validé les devis, a validé le principe de la subvention et vous réserve les fonds. Voilà, donc il vaut mieux quand même passer par cette étape. Et puis, donc, une fois que vous avez passé ça, vous devez envoyer les bons de commande des investissements, l'envoi des pièces justificatives au moment du versement qui doit logiquement se faire dans les 6 mois après la réservation. Alors, là-dessus, on a quand même un petit peu de latitude, pas trop non plus, hein. On peut pas comment dire, faire une réservation sur plusieurs années. Donc, quand vous allez faire une réservation sur une subvention, il faut que vous engagiez les travaux, les montants relativement rapidement et très préférablement dans les 6 mois après la réservation. Si vous n'êtes pas prêt à faire les travaux et les investissements dans les 6 mois ou dans les 1 an, moi, je vous invite également à attendre avant d'envoyer votre demande de réservation. Ça ne sert à rien d'envoyer votre demande de réservation 2 ans avant de faire les investissements, parce que du coup, là, il va y avoir un problème et potentiellement, on devra clôturer le dossier et on ne pourra pas vous garantir que vous l'aurez à l'issue. Voilà. Donc, il faut quand même essayer de respecter cette règle des 6 mois. Et puis, donc, ensuite, nous, on va venir vérifier les pièces justificatives et si tout est correct, et logiquement, si en amont, les devis étaient corrects, etc., il ne devrait pas y avoir de problème. À ce moment-là, on débloque et vous touchez votre subvention. Pour, pour faire preuve de transparence, je vous montre en fait comment nous, techniquement, on traite les devis. En fait, lorsqu'on reçoit un devis de fournisseur, on a des grilles d'analyse pour chaque subvention de prévention qui permettent de s'assurer que les exigences sont bien remplies, si effectivement elles sont applicables. Et donc, sur la base de cette analyse-là, nous, on fait un retour à l'entreprise, éventuellement au fournisseur, si l'entreprise souhaite que l'on prenne contact directement avec le fournisseur, c'est possible, pour faire le point et faire évoluer éventuellement, le cas échéant, les devis s'il y a des difficultés, s'il y a des points bloquants. Et donc, ces grilles d'analyse, elles nous permettent de vérifier en fait les exigences des cahiers des charges par rapport au devis. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour la présentation. Et puis, voilà, vous avez les adresses de contact des 2 caisses d'Occitanie auxquelles vous allez pouvoir poser vos questions si jamais vous avez des questions d'ordre administratif notamment. Et puis, si vous avez des questions d'ordre technique, vous pouvez également les leur poser et elles les relayeront auprès des techniciens qui sont compétents. Après, moi, je ne suis pas spécialiste et je n'ai pas accès
à Net Entreprise, mais en fait, vous avez sur YouTube des tutos qui vous indiquent comment utiliser Net Entreprise, en fait, hein, qui est votre portail d'accès, en fait, enfin, tout ce qui est données sociales, etc. Et notamment tout ce qui est en lien avec l'assurance maladie risque professionnel. Et c'est au travers de ce portail Net Entreprise que vous allez faire vos demandes et que vous allez transmettre vos documents euh, de- pour- pour- relatifs aux subventions prévention. Voilà, donc je ne sais pas, Vincent, si tu veux prendre la Oui, suite. ok, c'est tout bon. Bah, écoute, merci Thomas pour cette présentation bien complète et pour aussi la transparence sur un petit peu votre qualité d'analyse. On a quelques questions, ce que je vais juste dérouler. J'ai quelques slides pour faire un rappel sur voilà, les partenariats que nous avons sur tout ce qui est santé-sécurité, puisque ça peut également vous intéresser. Donc, deux partenariats, je l'ai présenté en introduction, donc celui avec les CARSAT. Et on va voir derrière qu'est-ce que ça engendre en termes d'action en fait, près de chez vous, puisque c'est relayé dans les CCI territoriales, et un partenariat avec la DRETS Occitanie dans le cadre du plan régional santé-travail. Donc, je l'ai précisé, donc, avec les CARSAT, donc, on fait chaque année des webinaires voilà, sous format trilogie. Donc, on a, en courant du début du mois, là, le 11 juin dernier, donc, présenté de façon plus générique donc, les nouvelles incitations financières. Donc, on a fait un rappel sur, comme aujourd'hui, en fait, le déroulé, le parcours d'entreprise sur votre projet. Vous avez le contact notamment sur la plateforme Net Entreprise. Et sur le lien du replay qui est fait ici, on avait présenté l'année dernière, donc vous allez pouvoir retrouver voilà, le dispositif sur comment déposer sur Net Entreprise et le compte ATMP. L'évaluation des risques chimiques, ben, elle doit être prise en compte en fait dans votre document unique. Donc, on a des sessions donc sur l'ensemble des départements de la grande région avec un conseiller CCI qui vous accompagne sur l'outil OIRA. Donc voilà, vous avez les dates ici et n'hésitez pas à consulter donc le site internet de votre CCI local pour retrouver les ateliers. Donc, c'est format demi-journée. En fait, on vient soit ben, vous n'avez pas engagé la démarche, donc on vous fait le déroulé complet avec vous, soit vous avez des mises à jour à faire. On a un format de demi-journée où on présente voilà, un rappel réglementaire et les obligations de l'employeur. Et ensuite, on est à vos côtés. Donc, vous venez avec votre PC. On vous accompagne sur OIRA, donc, qui est un dispositif spécifique pour les TPE-PME et qui est également construit en fait en fonction de votre secteur d'activité, c'est-à-dire qu'il est déjà pré-construit pour votre secteur d'activité. C'est plus une affaire de spécialiste, mais voilà, on vous accompagne également sur le volet C-REACH. Donc là, on est spécifiquement, c'est un outil qui est également en ligne, qui est spécifique sur l'évaluation du risque chimique. Donc là, on a des toxicologues, des gens qui sont spécialisés, ingénieurs en risque chimique, qui sont présents pour animer ces ateliers et qui sont là pour répondre à vos questions. Donc voilà, les prochains sont tous planifiés sur la majorité sur le second semestre. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CCI territoriale pour vous inscrire sur ces prochains ateliers. Dans le cadre du partenariat donc, avec le plan régional santé-travail, on a finalisé donc, le programme des webinaires sur le second semestre. Donc voilà, je ne le détaille pas là, mais les liens seront cliquables dans le support que vous allez recevoir pour vous inscrire sur les 4 prochains webinaires. Voilà, je OK. propose de passer maintenant au temps d'échange. Voilà, on a 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, j'ai vu qu'il y en avait quelques, vous êtes signalés dans le chat, Mm. donc n'hésitez pas à reposer vos questions au fil de l'eau. Je les reprendrai pour les poser à Thomas, du coup. La première, c'était au niveau du cumul des subventions, Mm. notamment le cumul d'une subvention avec un contrat de subvention prévention avec un contrat de prévention. Est-ce que cela est possible? Alors, c'est possible.
Maintenant, en fait, ça marche dans un sens, pas dans l'autre. C'est-à-dire, en fait, il faut d'abord faire les demandes de subvention prévention. S'il y a des équipements qui doivent être financés par subvention de prévention et qui sont prévus par subvention de prévention, c'est possible. Par contre, le cas inverse ne marche pas. C'est-à-dire, si vous faites d'abord un contrat de prévention, vous ne pouvez plus bénéficier après des subventions. Donc, en fait, il faut d'abord demander une subvention pour tout ce qui est finançable au travers de ces subventions. Et ensuite, éventuellement, s'il y a des éléments qui ne sont pas prévus parce que la subvention n'existe pas pour tel ou tel dispositif, tel ou tel équipement, à ce moment-là, effectivement, un contrat de prévention peut être envisagé. Très bien. Donc, il y a un sens à respecter, mais les Il y a, deux il y a un sont sens à compatibles. respecter. Voilà. Au niveau de la subvention, donc poussière de farine, est-ce que l'offre est éligible à toutes les entreprises Oui, ou il y a un domaine spécifique lié à la boulangerie? il n'y a pas de domaine spécifique. La subvention, elle s'adresse à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, quel que soit leur secteur d'activité. Et donc, pour bénéficier de cette subvention, l'entreprise, elle doit être inscrite au régime général de la sécurité sociale, avoir respecté les conditions d'effectif, être à jour de ses cotisations auprès de l'URSSAF, avoir réalisé et mis à jour son document unique, ne pas bénéficier d'un contrat de prévention en cours, donc ça c'est ce que je disais, ne pas faire l'objet pour l'une de ces entreprises d'une injonction ou d'une cotisation supplémentaire, adhérer à un service de santé au travail, avoir informé les instances représentatives du personnel des mesures envisagées et ne pas avoir le plafond maximal autorisé de 300 000 euros d'aide versée par les autorités publiques sur les 3 dernières années glissantes. C'est ce qu'on appelle la règle des minimis. Voilà, donc tout ça, c'est les critères que doivent respecter les entreprises qui font les demandes de subvention. Et pour la subvention poussière de farine, il n'y a pas de restriction. Très bien. Merci pour cette réponse complète. Et ensuite, concernant les réservations et les investissements, donc sur un petit peu ce qui est la logique, la vie d'une entreprise, hein. On demande des devis, la commande arrive en fin d'année, ou il y a un retard sur la livraison. Là, c'est l'exemple d'une personne qui dit, ben, voilà, je commande en fin d'année, je le reçois au mois de février. Oui, Euh, Souvent, les subventions, c'est quand elles sont par année civile, alors peut-être c'est oui. l'avantage de la Alors, réservation, je sais pas. Est-ce que c'est tu peux ça. nous en dire? C'est préférable, effectivement, d'essayer, quand c'est possible, de le faire sur une année civile. Maintenant, s'il y a, voilà, s'il y a une impossibilité, bien sûr que enfin, comment dire, on fait glisser les fonds pour que ça se fasse sur l'année suivante. Par contre, il ne faut pas que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça soit trop long. Typiquement, ce que la personne a écrit là entre le mois de novembre et le mois de février, c'est tout à fait correct. Si ça déborde sur le mois de septembre de l'année suivante, ça risque de poser problème. Du coup, la personne qui posait la question sur la subvention poussière farine demande des pressions sur, je pense que c'est dans le titre, est-ce que la farine égale poussière? Je pense que c'est vraiment, Oui, les deux ben, sont liés, du coup. oui, oui, les farines sont, enfin, la farine, c'est de la poussière. Ouais, c'est un Euh, pulvérulent. Mm. Donc, vous avez dû voir apparaître un questionnaire de satisfaction donc, dans l'espace de conversation. Donc, je crois qu'il y a 7 ou 8 questions. Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, mais voilà, si vous êtes intéressé, c'est juste des liens à cliquer. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à laisser votre mail parce que des fois, le logiciel, voilà, ça reste de l'informatique, ne fait pas remonter systématiquement les contacts. Voilà, il faut bien penser à le valider à la fin pour qu'on ait les réponses. Du coup, je vois qu'il y a d'autres questions Ah, qui arrivent. est-ce qu'il y a oui, les poussières de farine sont explosibles. Ce sont des poussières combustibles et sont explosibles. Après, sur la granulométrie, effectivement, il y a différentes granulométries pour différentes farines. Maintenant, globalement, oui, les poussières de farine sont ATEX. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus.
Et d'ailleurs, on demande pour les aspirateurs qui sont financés, notamment qu'ils permettent d'aspirer les poussières combustibles. Enfin, voilà. Et pour, pour la petite anecdote, donc l'INERIS, donc, qui est le centre finalement de recherche et sur tout ce qui est risque industriel, explosion, etc. Lorsque vous faites une formation chez eux, ils vous démontrent une explosion de poussière de farine et je peux vous garantir que ça, que ça déménage. Voilà, donc non, non, les poussières de farine sont allergisantes et peuvent générer des explosions. Merci Thomas. Est-ce qu'on a une dernière question? Donc voilà, merci de compléter pour ceux qui le souhaitent le questionnaire de satisfaction. Je ne vois pas de questions, donc on a été clair. Dans tous les cas, vous aurez le support, voilà, avec les contacts pour si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires. Donc vous renseignez directement au niveau des personnes qui traitent en fait, voilà, ces demandes. Du coup, il me reste plus qu'à vous souhaiter voilà, un bon webinaire, remercier donc les CARSAT pour leur partenariat et plus particulièrement Thomas aujourd'hui pour sa présentation et voilà, et le temps de préparation que nous avons eu ensemble. Merci à vous pour votre participation et du coup, ben, pour toutes les questions santé-sécurité, je vous retrouve sur le second semestre. Voilà, je vous souhaite un bel été. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.